Et on commence à enregistrer pour ce webinaire, le premier des jeudis de la CEC. On attend encore quelques minutes et après on commence. Peut-être. Eric, je peux te laisser la main. Je vais Allez, bah mettre c'est mon parti. petit- Alors, 13h02. Merci à tout le monde. On va enregistrer ce webinaire, donc il sera ensuite disponible en replay. Donc, on dit merci aussi à ceux qui se connecteront ensuite en replay, tous ceux qui sont déjà là. On est déjà une petite centaine. Et puis, on est très très heureux d'organiser avec la communauté des entreprises à mission ce moment. On va démarrer par un petit icebreaker. C'est un petit peu une tradition qu'on a. On a une question toute simple pour se lancer, puisque là, on parle aujourd'hui de deux manières d'avancer sur la transformation des entreprises. La question toute simple, c'est aujourd'hui, selon vous, et vous pouvez mettre votre réponse dans le chat, où est-ce qu'on en est là aujourd'hui sur la transformation des entreprises de l'économie française? Donc, on a une échelle de 1 à 10. 1, c'est si vous pensez qu'on est coincé dans le business as usual, c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'est rien passé ces 30, 40 dernières années et que on fait finalement les entreprises suivent une trajectoire comme si de rien n'était par rapport aux limites planétaires. Et puis 10, là, ce serait, on est au bout du chemin et vous pensez que on a remis notre économie à l'intérieur donc du donut, c'est-à-dire dans l'espace juste et sûr d'une économie dans les limites planétaires qui assure aussi les fonctions sociales pour la société. Donc, si vous pouvez mettre dans le chat vos réponses, c'est assez intéressant, ça nous permet de voir où est-ce qu'on est et un petit peu l'assemblée qu'on a ici, si on a une assemblée un peu de réalistes ou d'optimistes, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'on a une moyenne entre 3 et 3,5, hein, c'est ça. Donc, on va dire qu'on est d'accord qu'il y a du chemin à parcourir. Et donc, bah, finalement, on peut se lancer. On a une raison d'être pour ce webinaire. Et allez, c'est parti. Merci beaucoup. Avant de commencer, deux mots sur le fonctionnement. Donc, comme Eric disait, il y aura un enregistrement de ce webinaire. Donc, et vous aurez le lien pour un replay. On va fonctionner avec le micro en mute. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et on aura un temps de questions-réponses dédié. Et avec vous aujourd'hui, donc il y a moi, Angela Dilella, je suis lead de programmation alumni, Eric qui vient de vous présenter. On a Odile Bondy et Valérie Bézac de la communauté des entreprises à mission, qui sont directrices de développement C'est des bon, relations. merci. Ouais, Merci. allez-y. Oui. Et Valérie. Euh, et on a Anne-Catherine Péchineau, présidente d'EasyCash. Et Odile, je te passe la main pour le déroulé d'aujourd'hui. Oui, merci. Petit écho, pardon, parce qu'on est dans la même salle. Oui, bonjour à tous. Merci Angela. Donc pour vous, on est ensemble effectivement jusqu'à 13h55. On va faire en sorte de vous libérer les 5 minutes avant la prochaine réunion, on imagine, de 14h. Donc on a le plaisir effectivement de collaborer sur ce premier webinaire ensemble. On s'est dit que le sujet était hyper intéressant de vous montrer en fait comment la CEC et la société à mission étaient deux leviers complémentaires pour la transformation des entreprises engagées. Sûrement certains, nombreux d'entre vous ont fait soit un parcours, soit l'autre, et sûrement d'autres comme Anne-Catherine, les deux. Mais on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est de vous montrer voilà, les bénéfices de cette complémentarité. Pour ça, on va passer juste un tout petit peu de temps d'introduction sur vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore complètement la société à mission et la communauté des entreprises à mission, qui l'on est, quelle est la dynamique, où est-ce qu'on en est au bout de 7 ans d'existence. Même chose pour la CEC, la dynamique, le chemin parcouru et puis ce qui reste aussi encore, on l'a vu,
à faire. Ensuite, on passera un petit peu de temps sur justement cette complémentarité, c'est-à-dire quel est l'avantage et l'intérêt quand on est une société à mission de faire ensuite un parcours CEC, inversement de démarrer par un parcours CEC et de devenir ensuite société à mission, puisqu'on peut vraiment avoir les deux types d'entrées. Et puis voilà, pour témoigner et pour montrer ce combo gagnant, comme on aime bien l'appeler, on a un superbe exemple qui sera effectivement développé par Anne-Catherine Péchineau, qu'on remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui, présidente d'EasyCash, qui a fait à la fois un parcours CEC et qui a transformé effectivement son entreprise en société à mission. Donc, elle nous expliquera voilà, quelles ont été ses approches, ses déclics, ses expériences et finalement pourquoi elle l'a fait, comment, quand et qu'est-ce que ça lui a apporté. On finira, donc on a prévu un grand temps d'échange aussi, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi dans le chat pour qu'on puisse avoir beaucoup d'échanges avec vous. Et on finira par lever quelques freins qui peuvent être soit dans l'inconscience collectif, soit vous l'avez déjà rencontré. Donc les freins à devenir société à mission, les freins à faire un parcours CEC pour vous donner aussi la suite, c'est-à-dire on finira sur les prochains pas. On vous donnera voilà, quelques éléments et activités et rendez-vous clés pour vous donner l'envie de passer à la suite. Et donc, très bon webinaire à tous. Je te passe la parole, Valérie. Le micro est désactivé, on n'entend pas Valérie. Ouais. On n'entend pas Valérie. Attends, je vais activer le son. Alors, Elle doit être là. vous m'entendez? Et après, si on a des problèmes Il a fond. là-dessus, si on a des problèmes à terme, tu peux utiliser la supply Donc je redémarre du coup, si personne n'avait entendu. Donc je suis ravie de faire ce webinaire aujourd'hui avec la CEC, avec qui nous partageons la même vision de l'économie que nous voulons voir advenir. Donc c'est important pour nous de parler d'une même voix. Et aussi d'avoir le témoignage d'Anne-Catherine qui a donc fait les deux démarches. Donc, je vais pas vous faire un cours sur la société à mission aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de temps et puis on a beaucoup de choses disponibles sur notre site internet. Donc, je vous invite à aller regarder nos documents. Bon, je peux avoir la première slide. Voilà. Donc, juste, je voulais insister sur les éléments clés en fait du modèle. Donc, rappelez que c'est un cadre légal. L'entreprise à mission donc a été introduit en France par la loi Pacte en 2019. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il a été poussé à la fois par des dirigeants, mais également des chercheurs des mines qui avaient des convictions fortes qui ont été suivies par le législateur. Ces convictions étant que l'entreprise, c'est un formidable levier de transformation de l'économie avec des grands pouvoirs, mais aussi une grande responsabilité et que il fallait donner, en fait, un nouveau cadre qui permettait aux entreprises de dire clairement ce qu'elles avaient envie ce à quoi elles avaient envie de contribuer dans la société. Aujourd'hui. Ensuite, ce qui est important, c'est que c'est un cadre qui engage la gouvernance. Le premier acte pour devenir entreprise à mission, c'est un vote des actionnaires. Donc concrètement, vous avez les actionnaires en assemblée générale qui décident ensemble de passer à mission. Donc ça donne une forme de blanc-seing, enfin de jour 1 entre guillemets du passage au fait que la stratégie de l'entreprise n'est plus uniquement de gagner de l'argent, ça reste de gagner de l'argent, mais c'est gagner de l'argent et aussi de contribuer à d'autres objectifs sociaux et environnementaux. Et ça devient la mission de l'entreprise, de toute l'entreprise, du plus haut de la gouvernance jusqu'aux salariés. Donc c'est vraiment très important. C'est dans les statuts, donc c'est opposable à l'exécutif. Et aussi, donc, il y a au niveau de la gouvernance un nouvel organe qui est introduit par le cadre légal, c'est le comité de mission qui vient faire un peu un reporting tous les ans auprès de l'Assemblée générale et des instances sur l'avancée de la mission. Donc en fait, il y a vraiment un nouvel organe qui est en charge du suivi de l'exécution de la mission. Donc ça vient en fait mettre finalement à l'agenda obligatoirement ces sujets-là dans les COMEX.
Et enfin, donc, ça place la durabilité au cœur des stratégies. Comme je le disais, en fait, dans la loi, il faut que la mission intègre des objectifs sociaux et environnementaux. Pour avoir une mission uniquement sur un type de produit, mais non, en fait, il faut que la mission intègre ces dimensions-là. Et donc, mécaniquement, en fait, ça vient mettre au cœur de la stratégie et donc au cœur de l'ordre du jour des états-majors ces sujets-là. Et donc, ça incite en fait les entreprises à avoir des modèles d'affaires qui soient aspirationnels, parce qu'on parle de l'identité, on parle de la singularité de l'entreprise, mais aussi transformatif et donc durable. Donc ça, c'est vraiment voilà les notions clés autour de l'entreprise à mission. Ensuite, ce qui est important aussi à savoir, et donc c'est là où on voit que c'est un modèle qui a été pensé par des dirigeants, si vous pouvez passer la slide d'après, c'est que la mission est librement définie. Contrairement à des labels, par exemple, qui ont des référentiels qu'il faut suivre obligatoirement, la mission est librement à la main des dirigeants qui définissent librement leur raison d'être, leurs objectifs statutaires, le niveau d'ambition qu'ils se donnent et là aussi le tempo. Et donc c'est là aussi on rejoint finalement un peu la feuille de route du dirigeant, c'est que en fait cette mission est librement définie par l'entreprise. Et donc on peut aussi voir l'évolution du modèle d'affaires que celle-ci souhaite se donner. La composition du comité mission, mis à part le fait qu'il doit avoir au moins un salarié, elle est complètement à la main de l'entreprise, ainsi que le choix de son organisme tiers indépendant, donc l'auditeur entre guillemets externe de la mission. Donc c'est vraiment quelque chose de très libre et qui présente, alors je ne vais pas aller dans tous les bénéfices, mais globalement, voilà, être à mission, ça permet d'aligner la gouvernance, d'avoir cette nouvelle boussole stratégique qui permet d'avoir des engagements très clairs et aussi de faire des arbitrages en fonction de cette boussole. C'est évidemment quelque chose qui peut être très fort en termes d'attractivité de la marque employeur, de l'engagement des collaborateurs et aussi sur son marché de montrer clairement sa singularité, d'innover et aussi d'anticiper les risques puisque ça oblige à se poser un certain nombre de questions sur son modèle d'affaires. Donc concrètement aujourd'hui où on en est au niveau des entreprises à mission, donc c'est la slide d'après. Il y a un peu plus de 2400 sociétés à mission référencées donc à ce jour, donc en un peu plus de 6 ans. C'est un chiffre qui a triplé en 3 ans, ça représente plus d'1 million de salariés. Donc c'est un salarié sur 15 ou sur 20 en France qui est dans une société à mission, donc c'est quelque chose qui est très significatif. Majoritairement, ce sont des entreprises qui sont en dehors de l'Île-de-France et à 80% des entreprises des PME de moins de 250 salariés, mais avec quand même, par rapport à l'économie française, une surreprésentation des ETI et des grands groupes. Donc on a bien en fait ce modèle qui est adopté par l'ensemble de l'économie française, dans tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise. Et à la communauté des entreprises à mission, nous sommes l'association de référence en France sur ce sujet. Donc, on est une association Loi 1901 qui fédère tous les acteurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de ce modèle. Donc, nous avons plus de 340 membres qui sont des organisations à mission ou qui sont en train de le devenir, avec des ambassadeurs dans les régions, des chercheurs, puisque la recherche fait partie constituante de notre gouvernance. Et vous voyez des logos de certains de nos membres très actifs qui font vivre cette communauté. Donc très concrètement, nous, ce que l'on fait, c'est des actions pour nos membres, mais aussi beaucoup de choses pour les non-membres. C'est la slide d'après. Autour des piliers de notre mission, la promotion du modèle, le fait de partager entre pairs un certain nombre d'ateliers. On fait beaucoup de mouvements, de moments conviviaux, d'ateliers, de codev autour de la mission, avec notre ambition qui est de faire monter les curseurs de la mission, faire en sorte que quand les entreprises deviennent à mission, elles le fassent avec un bon niveau d'ambition pour que ce soit transformatif, évidemment. Et on produit beaucoup de notes méthodologiques, de livres blancs sur la manière de s'organiser concrètement sur les différentes dimensions de la mission. Donc voilà, très rapidement, nous faisons aussi quelques formations sur le modèle. Donc voilà rapidement ce que nous faisons à la communauté des entreprises à mission. J'espère vous avoir donné un panorama assez complet. Et je donne la parole maintenant à Eric sur la CEC. Merci Valérie et bravo, bravo pour cette trajectoire et bravo pour tout ce que vous faites comme socle pour faire bouger notre économie. Alors sur la CEC, pareil, je vais faire assez vite. Il se passe plein de choses à la CEC, simplement pour remettre un petit peu nos convictions. On est porté par 3 convictions. Et c'est Angela qui va faire mes clics. Donc la première, et je pense que là, elle est vraiment partagée
avec les entreprises à mission, c'est dans ce fameux triangle qu'on appelle parfois le triangle de l'inaction. Nous, on aimerait que ce soit le triangle de l'action entre les entreprises, les citoyens consommateurs et les pouvoirs publics. Et donc, on pense que l'entreprise, ça doit être une force déterminante des transitions à ce moment de l'histoire et qu'elles doivent se surengager, se mettre à la hauteur des enjeux. La deuxième conviction, là aussi, tu l'as un peu évoqué, Valérie, c'est il faut toucher les modèles d'affaires. Et aujourd'hui, quand même, on ne veut pas être catastrophiste, mais 93% de l'économie mondiale est aujourd'hui linéaire, volumique, extractiviste. Donc, on prend des matières premières, on les transforme, on les vend et on les jette dans la nature et en fait, ce process, cette économie, cette croissance, ce paradigme fait exploser les limites planétaires. Et ça, je pense qu'on le sait. Il me semble que les déjà 150 personnes qui sont connectées ici le savent, mais il faut toujours se le redire pour ne pas rester englué dans le business as usual. Et puis la troisième conviction, c'est un peu tout le programme de la CEC en une seule slide. C'est il faut absolument que on change de paradigme parce que on est aujourd'hui face à une crise systémique. On parle beaucoup du climat, mais les zones limites planétaires sont en grand danger et on voit qu'on a aussi une crise géopolitique actuellement, une crise aussi des crises sociales qui sont en train de couver plus ou moins fortement. Et donc le paradigme, ce nouveau paradigme, on l'appelle nous de l'économie régénérative. Donc c'est tout simplement une économie des entreprises qui se mettent en situation de faire passer le visuel de la gauche vers la droite, donc de régénérer. Alors sur l'agriculture, ça sera les sols, mais toute entreprise a des connexions au vivant et donc on pense que collectivement, on doit se mettre dans un paradigme régénératif. Donc c'est vraiment ça, ce changement d'ambition, il est très fort, mais on pense que c'est ça, se mettre à la hauteur des enjeux. Alors ensuite, ça nous a donné une raison d'être. Donc on est une association d'intérêt général pour essayer de rendre irrésistible une bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative. En France, on s'est donné comme cible de faire ce changement culturel avant 2030 et tout est dans le irrésistible. On veut donner un caractère d'inéluctabilité à cette bascule. Donc on essaie d'avoir une théorie du changement ambitieuse et en même temps, on veut qu'elle soit joyeuse. Et j'espère, et je ne doute pas que le témoignage d'Anne-Catherine montrera ce que c'est pour une dirigeante d'être alignée et de s'engager vers la régénération. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, on a vu qu'il y avait l'enjeu gouvernance pour les entreprises à mission. Nous, on accompagne les collectifs de dirigeants. Et je tenais à partager, parce que parfois on est un peu théorique, mais de montrer ces photos, puisqu'en fait, c'est une transformation humaine d'abord. Et donc, nous, on pense que les dirigeants sont clés pour permettre à leur entreprise de bouger. Et donc, on passe beaucoup de temps avec ces dirigeants, 10 à 12 jours, dans des parcours qui sont unanimement reconnus comme étant transformants, justement pour que, en tant que dirigeants, ils se mettent à la hauteur des enjeux. Alors aujourd'hui, euh, on a 5 ans d'existence, la CEC, et on partage peut-être 5 chiffres. Des parcours CEC, il y en a 30 qui ont été lancés jusqu'à présent. Ils ont embarqué 1600 entreprises, donc c'est toujours un binôme, donc la dirigeante ou le dirigeant, accompagné souvent de sa direction RSE, qu'on appelle le Planet Champion. Donc ça fait 3200 personnes qui ont consacré 10 jours, 10-12 jours de leur agenda pour cette transformation. On a beaucoup de bénévoles dans la CEC, des contributeurs, quelques salariés aussi, mais on est devenu une asso de 350 contributeurs engagés. Donc je tiens à les remercier ici, puisque c'est eux qui font vivre la CEC. Et puis, là, vraiment, pour nous, le livrable le plus important, c'est les feuilles de route de transformation. Anne-Catherine la partagera, c'est-à-dire une sorte d'engagement de chaque dirigeant fin de parcours, de dire voilà, où est-ce que je veux emmener mon entreprise dans un horizon à 10 ans, avec des plans d'action assez concrets. Et puis, aussi une grande fierté, c'est que en fin de parcours, on fait passer de 10% à 88% le nombre d'entreprises engagées vers des modèles économiques contributifs ou régénératifs, donc le plus haut niveau d'ambition pour la transformation des entreprises. Donc voilà, et puis s'il y a des dirigeantes ou des directions RSE dans ce call, n'hésitez pas à rejoindre ce mouvement. Là, vous voyez ici sur la carte de France tous les parcours qui sont actuellement en recrutement pour des nouvelles promotions. Et on a besoin de renforts. Faire bouger l'économie française, il faut être des milliers d'entreprises.
Et donc, vous voyez notamment en Île-de-France, en Hauts-de-France, mais aussi en Occitanie ou Massif Central ou en Bourgogne, dans l'Ouest aussi, tous ces parcours qui se lancent pour essayer de faire bouger les lignes. Voilà. Et puis, je pense que c'est le bon moment pour qu'on ait avec Valérie un petit moment de réflexivité sur ce qu'on appelait le combo gagnant, c'est-à-dire finalement vous êtes entreprise à mission, pourquoi ça vaut le coup de vous inscrire dans un parcours CEC et vice-versa. Donc on va faire ce parcours à deux voix et je te laisse commencer Valérie. Est-ce que vous m'entendez? C'était bon hein, Valérie? Là, Valérie, vous êtes en mute. Vas-y, Valérie. Est-ce que vous m'entendez? Ok, désolé, on est plusieurs dans la même pièce, donc c'est un peu compliqué. Alors, la façon dont nous pensons que ça peut être intéressant quand vous êtes à mission de faire un parcours CEC, que vous soyez en train de réfléchir à votre mission ou avec déjà une mission installée, c'est que finalement le fait de faire le parcours peut vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans la prise de conscience si vous n'avez pas cette vision totalement systémique de la transformation, voire il y a des pans de votre business model que vous n'avez pas forcément complètement creusé dans votre réflexion. Donc ça vous permet donc avec ce parcours de quelque part d'avoir un effet un peu booster et de rechallenger finalement votre mission et de voir si vous pourriez faire monter les curseurs un peu plus haut ou sur des domaines que vous n'aviez pas forcément en tête. Et alors, dans l'autre sens, pour les entreprises donc de la CEC, comme on disait, il y a 1600 entreprises qui ont produit des feuilles de route. Et on en a une centaine qui sont aujourd'hui, qui étaient ou qui sont devenus entreprises à mission. Donc, et un certain nombre aussi qui sont dans le process de devenir entreprises à mission. Donc, nous, c'est fortement recommandé. Souvent, ça apparaît dans la feuille de route. Ben, évidemment, vous le sentez, première intention, c'est de mettre une cale sur la gouvernance, puisque là, on parle dans les parcours CC d'une transformation humaine de la dirigeante ou du dirigeant, mais on sait qu'il y a du turnover, on sait aussi que c'est des caps à 10 ans, à 15 ans pour réussir la transformation. Donc la gouvernance, ça permet de mettre une cale. Je dirais même que s'il n'y a pas d'action sur la gouvernance, la feuille de route CEC, elle est pas assez solide. Donc dans les parcours, on challenge aussi beaucoup sur cet aspect de mettre une cale de long terme par la gouvernance. Ça permet aussi, comme disait Valérie en résonance, de mobiliser tous les employés de l'entreprise parce que être entreprise à mission, c'est finalement, ça devient un projet, c'est une nouvelle manière d'envisager l'entreprise qui a une mission sociétale. Et donc, il y a cette fierté pour les employés et ça permet de vraiment incarner ça sur le long terme. Et puis aussi, tout l'intérêt dans le dispositif entreprise à mission, c'est d'avoir ce comité de mission multi-parties prenantes et qui permet de suivre la mission, les avancées avec aussi des indicateurs qui sont extra-financiers. Et bien, ça permet aussi de suivre les feuilles de route CEC qui vont mettre en avant des leviers de redirection qui concerneront les modèles d'affaires, qui concerneront l'écosystème, les parties prenantes. Et donc, ça crée beaucoup de congruence entre le suivi de la mission et le suivi de la feuille de route CEC. Donc voilà pourquoi on pense que c'est vraiment le combo gagnant, mais il n'y a rien de mieux qu'avoir un témoignage du terrain pour corroborer ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est le moment où on te passe la parole, Anne-Catherine, pour ton témoignage. Merci Eric de ce passage de parole. Merci à tous. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui, de pouvoir témoigner de ce que m'a apporté ce double parcours et de vous expliquer également un peu de façon concrète pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce parcours et en quoi est-ce que je trouve que c'est complémentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est pour parler vraiment concret, c'est d'abord vous présenter très rapidement qui est EasyCash. Ça coûte beaucoup, mais dit-on. Oui, Anne-Catherine, il y a un petit souci de son. Écoutez, je vais voir si je peux enlever mon casque et voir si ça marche mieux sans le casque. On essaye. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Ok. Bon, ben, Et dans voilà. ces cas, ça. Euh, du coup, EasyCash, c'est une société qui existe depuis 25 ans, qui a été créée à un moment donné où la seconde main n'existait pas forcément en France, où on faisait de l'occasion. Et on est actuellement le premier réseau français d'achat-revente de produits d'occasion et reconditionnés avec des smartphones, du gaming, de l'informatique. On a 184 magasins avec une particularité, c'est que 80% de nos magasins sont des magasins franchisés. Donc j'ai des tas de parties prenantes qu'il faut que j'arrive à embarquer dans l'affaire. On a fait 322 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et grosso modo, chaque année, on vend et on rachète 8 millions de produits et on est devenu société à mission en 2024, qui est l'année également où on a fait le parcours CEC. Donc les deux ont été faits en même temps. On a eu une année 2024 assez intense. Alors EasyCash, ce ne sont pas que des magasins, il y a également d'autres activités, mais j'en parlerai après parce que c'est le parcours CEC et la feuille de route société à mission qui nous les a fait les développer. Euh, Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis partie dans ce parcours-là. Moi, j'ai pris la direction, la tête du groupe il y a 3 ans. Et quand je suis arrivée il y a 3 ans, ben, comme toujours, comme dirigeant, on vous demande de mettre en place une feuille de route stratégique. J'ai eu envie de prendre un peu un temps de recul pour mettre en place une feuille de route stratégique, certes sur la performance, mais également en me disant ben, qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui crée de la valeur, pas forcément que pour les actionnaires, mais également pour l'écosystème. J'avais auparavant dirigé une entreprise qui était société à mission et j'avais vu tout le pouvoir transformatif de la mission. Donc j'avais quand même dans le coin de ma tête l'idée de devenir à un moment donné société à mission. EasyCash était une entreprise qui était passée assez vite d'un statut de PME à un statut de TI en faisant plein de choses bien mais sans rien prouver. Donc on était un peu les Monsieur Jourdain de la seconde main. Donc on faisait des tas de trucs et on se disait bah, tout va bien, on fait bien, donc c'est pas la peine de le prouver. Et on n'avait pas de raison d'être, on n'avait pas inscrit les valeurs. Donc la première chose que j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai rattaché la RSE à la direction générale, alors qu'avant, c'était pas rattaché à la direction générale. Donc j'ai réintégré la RSE dans mon comité de direction. Et la seconde chose, c'est qu'on a décidé de co-construire avec l'ensemble du réseau une raison d'être. Et après, de délivrer une feuille de route stratégique qui prenne en compte des sujets ben, forcément métiers, mais également des sujets ESG. Alors moi, je suis pas quelqu'un de très patiente. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien quand les choses vont vite. Et de façon un peu contre-intuitive au démarrage, je m'étais dit, bon, on va faire ça en chambre, ça va durer 3 semaines, ça va être bien. Et on a décidé au contraire d'interroger l'ensemble des collaborateurs et vraiment des parties prenantes, des franchisés, des clients pour écrire notre raison d'être et notre feuille de route. Ce qu'on a fait à peu près en horizon, je pense, 6 ou 7 mois. Et après, ben, j'étais presque prête à devenir entreprise à mission quand le hasard, parce qu'il y a des hasards dans la vie, m'a fait croiser la route de la CEC. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais y aller. Sans vraiment très bien savoir à quoi est-ce que j'allais m'engager, parce que je pense qu'on était un des premiers parcours en région qui avait lieu. Donc, c'est des dirigeants qui sont venus me parler avec leur cœur, et je me suis dit, c'est quand même, ça a l'air d'être drôlement bien. Et là, j'y suis allée quand même assez confiante parce qu'on était quand même assez musclés. Et je me suis pris quand même une énorme claque. Je pensais vraiment que EasyCash faisait partie de la solution. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, on était une partie du problème et qu'il y avait des tas de choses dans notre business model ou dans notre modèle d'affaires qui n'étaient vraiment pas du tout. Notamment, ce dont je me suis aperçue, c'est que ben, dans les magasins d'occasion, il y a beaucoup de neufs. Euh, alors, il y a beaucoup de neufs comme produits d'appel, hein. Typiquement, on avait du plaqué or neuf dans nos bijouteries parce que ben, ça coûte moins cher et que le plaqué or d'occasion, c'est moche, ça verdit. Puis, on avait également du neuf pour nous permettre de faire du complément de gamme, de vendre des manettes parce que les manettes d'occasion, ça se répare difficilement, etc. Donc ça a été un premier constat où je me suis dit, mais en réalité, on marche sur la tête. Le second constat que je me suis fait, c'est que je me suis dit, finalement, on est dans des logiques quand on est chef d'entreprise et quand on est dans une entreprise de retail ultra volumique où le volume, ben, c'est la clé du succès. Et je me suis dit, cette logique-là, elle est intenable. Donc, il va falloir qu'on arrive à être dans des logiques qui soient moins volumiques. Et si on veut renoncer en volume, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'aller s'en chercher des compléments de revenus pour mes chefs d'entreprise, hein, parce que moi, j'ai des chefs d'entreprise individuels qui sont des franchisés, qui ont
pour certains, vendu leur maison pour créer une entreprise. Et donc, il faut bien que je puisse les embarquer sur quelque chose qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Et on s'est dit vraiment, il faut qu'on développe des ateliers de réparation en magasin. Vendre de la seconde main, c'est bien, mais le plein impact, c'est quand même réparer. C'est réparer avant de consommer. Et puis, on s'est également rendu compte d'autre chose, c'est que finalement, l'avenir d'EasyCash, il dépassait le périmètre de nos magasins. J'avais dit souvent la moquette de nos magasins, même si on n'a plus de moquette dans les magasins, et qu'on avait finalement plein de choses à offrir pour pouvoir permettre d'avoir un modèle qui soit plus, on va dire, respectueux du vivant. D'abord, on avait une école de formation en interne qui était quand même assez solide, qui formait au métier de la seconde main. Donc, on s'est dit, bah, écoute, il faut l'ouvrir. Donc, on a décidé de l'ouvrir à d'autres acteurs, et notamment à des acteurs du neuf qui voulaient faire transition vers la seconde main. On a décidé également d'aller déposer des titres auprès du registre spécifique de façon à pouvoir se dire, si demain on veut que la seconde main soit la nouvelle norme de consommation, eh ben, il faut que ce métier soit reconnu. Il faut que être acheteur d'occasion ou manager de centre de profit de seconde main, ça soit un vrai diplôme. Il faut que ça soit un métier avec une filière métier. Et puis, on s'est également dit qu'il fallait que, on favorise l'insertion professionnelle et qu'on commence à réparer également de façon un peu plus industrielle des objets, notamment en termes sur la partie amont. Et on a commencé en créant une première ESS sur Bordeaux avec des réparateurs bordelais et puis des salariés en transition et en réinsertion professionnelle pour pouvoir d'abord réparer des téléphones. Et l'année dernière, on a réparé ainsi 20 000 téléphones. On est en train de regarder si on peut pas réparer des manettes actuellement de consoles de gaming parce que les gamers, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, abîment beaucoup plus leurs manettes que leurs trucs de gaming. Et donc tout ça, ce parcours-là, il a duré 9 mois. Alors c'est une gestation hein, finalement. Ça nous a permis vraiment de conforter la feuille de route qu'on avait faite, de la cranter, d'aller quand même beaucoup plus loin que ce qu'on avait écrit, de sortir du cadre du business as usual, d'essayer de rêver un peu plus grand. Puis ça a eu un autre avantage, c'est que en réalité, tout le monde était hyper jaloux du binôme que je faisais avec ma planète championne. Et tout le monde trouvait que c'était ultra cool ce qui se passait à la CEC. C'était devenu hype. Ouais, ça a remis vraiment euh, quelque chose d'assez désirable autour de notre transformation. Et donc, après ça, ben, on s'est dit, ben, finalement, on est prêt et on est devenu société à mission, mais en enrichissant notre version initiale. Alors, la raison d'être est restée la même, mais nos piliers, on les a enrichis et on est allé mettre notre feuille de route CEC dans nos statuts. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de devenir société à mission? Ben, parce qu'on voulait vraiment que ça soit inscrit dans les statuts. Valérie le disait en préambule, un chef d'entreprise, ça peut bouger. Donc moi, je partirai de chez avant que EasyCash ne s'arrête. Et donc, ça permet quand même d'ancrer ça de façon très nette, quelle que soit la gouvernance, quels que soient les actionnaires. Désormais, le statut d'entreprise à mission est vraiment inscrit dans le marbre. Et ce que l'on a fait pour tout reboucler, c'est que dans notre comité de mission, on a intégré des gens qui avaient fait la CEC avec nous, et notamment la présidente de notre comité de mission. C'est une des dirigeantes d'entreprise qui faisait partie de mon camp de base. Alors, dans la CEC, les camps de base, ce sont les groupes de chefs d'entreprise qui phosphorent entre eux. Et elle, son rôle, la mission que je lui ai confiée en tant que présidente de la mission et du comité de mission d'EasyCash, c'est de s'assurer que ce que l'on fasse ne dérive pas de notre feuille de route régénérative et d'être un peu la gardienne du temple de façon à s'assurer à ce que tout fonctionne dans le bon sens. Et donc finalement, ben, on allait beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu, puisque ben, tout ce qu'on a écrit, ben, on l'a fait. Donc, alors on l'a fait avec plus ou moins de succès ou plus ou moins de réussite, mais en tout cas, l'arrêt progressif de la vente de produits neufs, c'est en route. Les magasins arrêtent, et notamment arrêtent le plaqué or. Les ateliers de réparation en magasin, on en a désormais dans 48% des magasins. Donc, nos franchisés sont en train d'apprendre un nouveau métier. On a créé une école de l'occasion, on a commencé à former des acteurs du neuf sur ce nouveau métier. On a notre premier titre professionnel qu'on a obtenu auprès de France Compétences et puis on a créé notre première ESS sur la réinsertion professionnelle et on est même allé encore plus loin que ce qu'on avait prévu puisqu'on a mesuré l'effet rebond de façon scientifique de la seconde main de façon à pouvoir prendre des choix éclairés en se disant est-ce que telle famille de produits je la conserve ou je la conserve pas dans mon catalogue de produits et de pouvoir mesurer si effectivement ce que nous vendons en magasin
est positif, hein, on va dire, en termes d'émissions évitées, ou est-ce que le PNL carbone n'est pas le bon? Donc on travaille voilà, beaucoup sur ces sujets-là. Et à titre personnel, je trouve que le parcours CEC, c'est un beau cadeau que l'on se fait finalement quand on est chef d'entreprise, on est souvent dans le quotidien. C'est vraiment une bouffée d'oxygène qui permet d'aller beaucoup plus loin et de muscler son niveau de jeu et d'avoir de la robustesse dans ses plans d'action. Et je pense que notre plan d'action d'entreprise à mission n'aurait pas été aussi profond si on n'avait pas fait ce parcours transformatif de la CEC. Voilà ce que j'ai à raconter. Eric, Valérie, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais oubliées? Non, non, franchement, là, vous avez bien montré l'articulation entre les deux. Je pense effectivement que vous êtes un bon exemple de comment intelligemment on peut faire les deux. Moi, j'avais peut-être une petite question par rapport à la société à mission euh, vis-à-vis de vos franchisés. Comment ça se est-ce que ça vous aide en fait dans le fait de vendre entre guillemets votre vision à vos franchisés avec une relation qui est pas hiérarchique et qui est plus voilà entre clients Alors, fournisseurs. oui et non. Oui, parce qu'on a mis un franchisé au comité de mission de façon à ce que les parties prenantes franchisées soient représentées. Après, c'est toujours l'embarquement des franchisés et des parties prenantes qui est vraiment du tête cœur corps, hein. Donc, on a beaucoup travaillé sur des discours inspirants pour leur montrer que c'était OK, que ça pouvait se faire de façon joyeuse. Et on utilise beaucoup la stratégie enfin, la théorie de la bascule en se disant que c'est OK que tous les franchisés soient pas d'accord. C'est pas grave. Au démarrage, moi, j'avais vraiment envie de convaincre tout le monde. Euh, et je suis arrivée sur scène, je le raconte souvent, juste après la CEC, en racontant qu'on allait arrêter le neuf et super bonne nouvelle, on allait faire un renoncement au volume. Ils ont tous eu l'impression que j'avais fumé la moquette et fait des trucs un peu bizarres à la CEC. Et du coup, on a fait un pas de côté et on s'est dit, ben, finalement, il faut avoir des discours qui sont inspirants et raconter que ça peut bien se passer. Donc, on a beaucoup utilisé les franchisés qui étaient des ambassadeurs pour parler aux autres franchisés qui sont des ambassadeurs. Et ça se passe assez bien. Voilà. Quelque part, ce qui les embête presque, c'est plutôt les lieux de convention, puisqu'on a décidé qu'on prenait plus l'avion, hein, on essaye quand même d'être cohérent. C'est le fait de plus aller en soleil en convention, c'est les petits désagréments du quotidien qui les embêtent. Heureusement, on a un beau pays. Il y a plein d'options pour faire des Exactement. super séminaires dans notre beau pays. Ouais, mais tu t'aperçois que c'est souvent du détail, c'est que où les gens ont l'impression d'être contraints parce que c'est sur du rationnel. Et globalement, ils sont tous embarqués, hein, ils sont lancés dans les ateliers de réparation, ils arrêtent progressivement le neuf, ils se lancent sur de la vente de services de façon, ouais, l'Auvergne, c'est sympa, je suis d'accord. Voilà, ils avancent sur tous ces sujets-là de façon importante. On me pose la question de savoir s'il y a une chronologie qui est nécessaire. Je pense pas qu'il y a une chronologie qui est nécessaire. Je pense que l'important, c'est de faire les deux. Est-ce qu'il faut faire CEC, entreprise à mission? Je je suis pas. Peut-être sur cette question, et merci parce qu'il y a plein de super questions dans le chat, donc tu vas. Mais non, pas forcément. Surtout que bah, les parcours CEC ils se déclenchent par cohorte, donc on attend d'avoir un certain nombre de dirigeants pour les lancer, donc il n'y en a pas systématiquement. Et puis c'est vrai qu'on a vu que ça marchait dans les deux sens. Ce qui est sûr, c'est que c'est un combo gagnant, et sur une perspective à 3 ans. L'idéal, c'est vraiment d'arriver à faire les deux. Et c'est très, très incarné, Anne-Catherine. Il y avait une question pour toi sur, tu as parlé des effets rebonds de la seconde main. Donc, une question un peu technique. Est-ce que tu as quelques éléments à nous donner sur qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces effets rebonds? Alors forcément, ça va dépendre de la typologie de produit, hein. Nous, sur les produits de luxe, t'as un effet rebond de dingue, hein, parce que tu te lèves pas le matin en se disant qu'il te faut une bague, un carat, sinon ta vie va s'arrêter. Donc tu as un effet rebond énorme sur tous les produits de luxe. Ensuite, on s'est aperçu que on avait nous plutôt des clients qui étaient des clients qui étaient déjà assez acculturés à la seconde main, donc à la question de savoir s'ils n'avaient pas trouvé le produit en magasin, où est-ce qu'ils seraient allés l'acheter?
acheté, la plupart ne l'auraient pas acheté, auraient renoncé à l'achat ou seraient allés l'acheter dans un autre magasin de seconde main. Donc, sur cette typologie-là de produits, nous, on s'est aperçu que finalement, on communiquait beaucoup en campagne de communication sur des acteurs qui étaient déjà des acteurs de seconde main. On a décidé, notre nouvelle campagne de pub, celle 2026 sera comme ça, d'aller plutôt chercher les acteurs du neuf pour les aider à faire transition. Après, ce qu'on peut mesurer, c'est que tu as deux typologies de produits. Tu as des produits électroniques, qui sont des produits de seconde vie, sur lesquels en réalité tu as un effet rebond et ce qu'il faut, c'est vraiment allonger la durée de détention du produit. C'est-à-dire que là, l'effet carbone est hyper important selon que tu conserves un téléphone 2 ans ou 3 ans. Et assez souvent sur des produits de seconde main ou des produits reconditionnés, les gens peuvent avoir tendance à raccourcir leur durée de vie en étant un peu désinhibés, en se disant ben, parce que c'est de la seconde main, je vais le changer, c'est pas grave, c'est de la seconde main. Donc là, il y a vraiment une partie d'évangélisation à faire pour faire en sorte que le produit ben, dure un peu plus longtemps. Et après, tu as des produits qu'on appelait, nous, de seconde main, typiquement un livre ou un jeu de vidéo. Une fois que tu l'as utilisé, ben, tu l'as utilisé. Et là, l'idée, c'est plutôt d'accélérer la rotation pour faire en sorte que quelqu'un d'autre en bénéficie, qu'il ne reste pas chez toi. Oui, on peut Hyper également clair. le garder 3 ans, mais c'est pas le cas de la plupart des clients sur les téléphones d'occasion. Souvent, je crois qu'un téléphone en moyenne, un téléphone neuf, il est gardé 3 ans et un téléphone d'occasion, il est gardé 2 ans. Donc, il y avait un vrai travail d'évangélisation, effectivement, pour se dire que tu peux acheter un téléphone d'occasion et puis le garder très longtemps. Donc, euh, c'est vraiment... Merci Anne-Catherine. Et c'est hyper important de mesurer ça et d'avoir plus de maturité, nous aussi en tant que consommateurs. Et il y avait une question dans le chat d'une entreprise peut-être de plus petite taille sur le fait que c'était lourd, un parcours CEC de 10-12 jours pour une TPE notamment. Donc là, je vais juste donner l'information qu'on a deux innovations en cours dans la CEC. Une, c'est de faire des parcours justement pour les PME, les TPE sur des bassins de vie, donc qui sont un peu plus courts, des parcours de 5 jours en fait sur 6 mois. Donc on a une expérimentation dans le Pays Basque en ce moment. Donc c'est les alumni, donc les dirigeants du Pays Basque, du parcours auquel tu as participé, Anne-Catherine, qui veulent vraiment mobiliser pour faire bouger leur territoire. Donc ils ont voulu faire un parcours justement plus petit, plus accessible. Donc voilà, je ne sais pas si cette entreprise est dans le Pays Basque, mais on espère peut-être avoir d'autres parcours comme ça un peu plus courts. Et puis on a une deuxième expérimentation aussi, c'est de faire travailler sur des sujets spécifiques, des chaînes de valeur, des cordées. Par exemple, ça peut être sur le bâtiment bas carbone ou sur des enjeux santé, biodiversité. Et on a des expérimentations dans Rhône-Alpes où on a des parcours plus courts aussi, où on peut embarquer finalement des entreprises qui peuvent être clientes, fournisseurs, de plus grosses structures pour essayer de travailler ensemble dans la coopération, pour faire bouger sur des sujets complexes. Donc voilà, c'est deux manières pour des plus petites structures de se raccrocher aussi. Mais vous êtes aussi bienvenue dans un parcours CEC. Personne ne regrette les 10 jours d'un parcours CEC et voudrait que ça dure plus. Mais effectivement, c'est bien de rendre plus accessible. Confirme, on est triste quand ça se finit. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On se donne peut-être, Valérie, Odile, 2 minutes de plus, Et on une ou peut deux donner questions? encore 2 minutes. Mais il y avait un point sur une entreprise qui pratique un peu le greenwashing. Juste par rapport à ça, dans le modèle entreprise à mission, donc déjà avoir en tête que on ne devient pas pur et vertueux et merveilleux du jour au lendemain à partir du moment où on dépose ses statuts. C'est vraiment un cadre de transformation, de progrès, au même titre que la feuille de route, bah, il y a un début, un milieu, une fin, etc. Donc c'est progressif. Et dans le modèle, intrinsèquement, il y a vraiment l'obligation de se faire auditer. Donc, il y a un organisme tiers indépendant qui, tous les 2 ou 3 ans, en fonction de la taille de l'entreprise, vient vérifier que la mission, elle est effectivement on track et que l'entreprise répond bien à la promesse qu'elle s'est engagée à tenir. Donc, ça met aussi certes, il y a la liberté dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi ce contrôle qui vient quand même garantir que bah, l'entreprise qui fait cette promesse est sur le chemin pour l'honorer. Ouais. Ouais, complètement. Et je dirais, moi aussi, ça m'est venu, donc merci pour cette question. C'est de dire, c'est pas des bons plans à greenwashing, ni entreprise à mission, ni CEC. Parce que dans les deux cas, il faut mettre en œuvre très concrètement des choses, un dispositif, consacrer du temps à ces sujets. Donc, je dirais que c'est aussi un gage de sincérité. Et nous, franchement, on a vraiment, je vais dire, pas de greenwashers dans la CEC. En tout cas, ils sont pas au bon endroit.
il y a plein d'autres manières de faire du greenwashing en prenant pas beaucoup de temps, en faisant un peu de communication, de cosmétique et en surjouant certains messages. Donc voilà, je crois que dans les deux cas, on a quand même de la sincérité, c'est ce qu'il faut, et aussi se mettre au travail parce que on a des sujets complexes. Et comme tu disais, Anne-Catherine, votre feuille de route, il y a quand même, c'est du travail derrière. Et donc, c'est ce qu'on veut aussi, c'est se mettre au travail sur ces sujets-là, parce qu'il y a les intentions, la sensibilisation, mais en fait, c'est ensuite dans les actions qu'on se transforme vraiment. Merci. Si ça te va, Odile, en termes de gardien du temple du temps, on bascule sur la dernière phase. Est-ce que ça te va? Oui, on avait encore quelques petites questions, mais je regarde juste s'il y a on a un écho aussi. Alors, juste s'il y a une question à laquelle on n'a pas du tout répondu. En fait, ça va être dans les freins, donc on va y répondre après. Donc, effectivement, très bon enchaînement sur le timing. Donc, je vous propose effectivement d'enchaîner sur lever les freins. Voilà, quels sont les freins les plus courants sur le fait de devenir société à mission? Donc, Valérie d'abord et puis Eric après. Et ça répondra à une des questions qui est dans le chat, donc c'est parfait. Oui, on a souvent dans les freins, combien ça coûte? Est-ce que ça coûte trop cher, quoi? En fait, tout dépend évidemment de quelle ambition vous vous mettez autour de ça. Techniquement, devenir entreprise à mission, bah, vous changez vos statuts, donc il y a un petit coût lié à la formalité de changer les statuts. Éventuellement, votre expert comptable qui fait cette démarche-là, donc c'est vraiment pas grand-chose. L'embarquement éventuellement de vos collaborateurs ou la définition de la mission, vous pouvez vous faire accompagner ou pas par un cabinet. Donc ça dépend aussi de votre taille, de votre ambition, de la complexité de ce que vous voulez dire. Donc ça, c'est voilà, un coût éventuellement d'accompagnement. Et puis après, c'est le coût de l'auditeur. C'est tous les 2 ou 3 ans et ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. C'est quelques jours hommes. Donc quelques milliers d'entreprises à peut-être un peu plus pour les plus grosses entreprises, mais c'est pas un coût qui est annuel. Donc voilà, c'est encore une fois lié aussi à l'ambition. C'est comme tout projet d'entreprise demande un peu de temps et d'argent. Donc c'est aussi à l'aune de ça qu'il faut regarder. Mais comme c'est pas un label, il n'y a pas une dot à payer tous les ans, par exemple, à un organisme. Un sujet sur la lourdeur opérationnelle, côté mission et rapport. Ouais, Ouais, vas-y, Valérie. Donc effectivement, devenir entreprise à mission enclenche effectivement un certain nombre d'obligations complémentaires, notamment dans la gestion du comité de mission. Donc dans votre comitologie, si vous avez déjà un CA, un CS, un comité de direction et que sais-je, ça rajoute effectivement une instance. Donc il faut la gérer, il faut la préparer. Et puis un rapport de mission à produire tous les ans. Après, tous les entreprises à mission nous disent que ce comité de mission apporte énormément à la gouvernance parce qu'en fait, il y a des sujets qui sont traités qui sont pas à l'ordre du jour des autres instances. Et en fait, les dirigeants, maintenant, ne ratent aucune réunion du comité de mission à laquelle, normalement, ils sont juste observateurs, ils ne sont pas contributeurs clés parce que des sujets sur la biodiversité, sur la vision à 20, 30 ans sont abordés avec souvent des experts externe et que ça permet d'enrichir en fait les éléments de la stratégie. Donc oui, ça rajoute un peu de formalisme, mais ça a une valeur ajoutée certaine. Merci. Je complète 3 éléments sur les freins à s'engager dans un parcours CEC. Le premier pour nous, puisqu'on demande l'implication de la dirigeante ou du dirigeant, donc ça sera le temps à consacrer. Ça semble énorme, 10 jours sur l'agenda d'un dirigeant, et même si c'est étalé sur un an. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est notre argument de dire il faut savoir prendre le temps pour les choses importantes, savoir faire ce pas de côté, changer de regard. On a la meilleure réponse que j'aurais à ça, c'est une dirigeante de l'Hyper U de Guichin à côté de Rennes, qui a participé au Parcours de l'Ouest, qui a dit, j'ai pris 10 jours, mais ça m'a fait gagner 10 ans en vision stratégique. Donc voilà, 10 jours pour 10 ans, c'est un bon retour sur investissement. Après, le deuxième, c'est combien ça coûte, comme tu disais, Valérie. Donc nous, à la l'ACEC, c'est des contributions volontaires de la part des entreprises participantes, ou ensuite on a quelques subventions ou des alumni qui continuent à soutenir le mouvement. Donc, faut pas que ça soit une barrière. On essaie d'avoir de la diversité aussi. On a des structures de l'ESS, des associations aussi qui peuvent participer.
Et les plus grosses organisations, elles fournissent des dons plus importants. Donc c'est un peu à la Robin des Bois pour arriver à faire fonctionner les parcours en co-responsabilité. Mais c'est vrai que ça peut être un frein, mais quand même assez rarement quand on arrive toujours à trouver des solutions. Et puis il y avait une question dans le chat aussi qui peut être le frein de finalement si je suis déjà société à mission ou je suis Bicorp ou j'ai déjà fait beaucoup de choses et c'est le frein de se dire est-ce que j'ai besoin de faire un parcours CEC en plus je suis déjà au top. Et donc là vraiment le témoignage qu'on a je citerai un autre dirigeant Bertrand Bailly qui est le PDG de Davidson Consulting qui cochait déjà beaucoup de cases. Et il a dit que avec la CEC, il avait rehaussé son niveau d'ambition, il avait touché d'autres leviers notamment sur la biodiversité, mais aussi sur la gouvernance, sur plein d'enjeux et aussi avec son écosystème. Il y a aussi cet enjeu d'une entreprise d'embarquer son écosystème interne et externe. Et ça, c'est vraiment le plus qui est apporté par le parcours CEC, puisqu'il est fait en collectif entre dirigeants. Donc, il y a cette vision d'ensemble de l'écosystème. Voilà. Mais normalement, quand on a 15 minutes, on arrive à lever les freins. Mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir cette conversation. Euh, voilà peut-être ce qu'on voulait partager. Tient à tenir dans le timing puisqu'on sait que les dirigeants ou vous êtes dans cette visio, mais on va vous donner 5 minutes avant de démarrer à 14 heures sur votre première réunion. Donc, si ça vous va, on va enchaîner rapidement sur les prochains pas ensemble et ensuite on va clore en beauté. Alors, sur les prochains pas côté communauté d'entreprise à mission, on a une prochaine fresque. Donc, c'est voilà, au principe fresque sur la société à mission le 10 février, c'est à Paris. Un webinaire de découverte de l'association 17 mars, donc c'est évidemment en ligne. Un de nos grands événements annuels, c'est le 24 mars au matin. Ce sera à Bercy la présentation de notre 9e baromètre sur la dynamique, la progression en région dans les différents secteurs d'activité. Donc c'est un moment important avec aussi une table ronde de dirigeants qui viendront expliquer pourquoi ils sont devenus société à mission en 2025 et une journée le 3 novembre consacrée à la société à mission. Vous vous souvenez peut-être du congrès il y a 2 ans à la Maison de la Mutualité. Voilà, c'est la même ambition, une journée dédiée à ces formidables entreprises qui font bouger l'économie. Et merci. Alors, nous aussi, il se passe plein de choses à la CEC. On voulait mettre en avant les webinaires de découverte de la CEC. Si vous êtes motivé de vous engager sur un parcours ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait être motivé. Et puis, on aura un prochain jeudi de la CEC sur le thème des enjeux autour de l'eau avec Charlène Descolonges et des témoignages de dirigeants aussi. Donc voilà, ça sera dans un mois aussi des webinaires qui sont ouverts. N'hésitez pas à aller sur le site de la CEC. J'avais vu des questions sur les feuilles de route où on a beaucoup de ressources, des podcasts, des feuilles de route, des narrations de ces réussis, de ces, on va dire, transformations réussies. C'est important aussi. Donc tout ça, c'est disponible sur notre site. Si vous voulez aussi vous donner un booster au moral, allez voir tout ce qui se passe sur tous les territoires. Parce que des Anne-Catherine, il y en a plein d'autres dans plein d'autres endroits. Et quand on voit tout ça, on se dit que notre économie est vraiment peut-être à plus que 3, ce qu'on disait tout à l'heure, et se rapproche du donut. Donc voilà, merci beaucoup. Peut-être on termine. Voilà, là vous avez le programme des prochains jeudis CEC. Donc encore merci aux entreprises à mission avec qui on a ouvert ce cycle et bien sûr sera toujours ouvert. Et la question qu'on a pour vous dans le chat pour un peu tous se motiver tous ensemble dans les 2 dernières minutes. Simplement, vous nous dites avec quoi vous repartez des 50 minutes qu'on a passées ensemble pour lancer votre après-midi. Voilà, partagez-nous dans le chat avec quoi vous repartez. Et on vous remercie. Merci pour tous ces partages. Ça fait une ribambelle de good vibes. Ça donne de l'énergie. Oui, tout à fait.
plein de choses pour aller convaincre les dirigeants butés, là. Il y avait quelqu'un qui parlait de dirigeants fermés à tous ces sujets. C'est vrai qu'au des fois, on a envie de les prendre par la main, les dirigeants butés. Là, qui est au placard. Mais de toute façon, les dirigeants butés vont être rattrapés par les cycles climatiques et tout le reste. Donc, de toute façon, ne pas se préoccuper de ces sujets, c'est vraiment faire être dans le déni stratégique, quoi. Et puis les dirigeants butés, parfois, ils sont en dissonance forte, quoi. Donc, ça vaut le coup de se réaligner quand on est dirigeant. Oui, Séverine, on partagera les liens, tous les liens dont on a parlé dans le webinaire. Super, ben on va clore l'enregistrement. Et puis, ben, merci encore, Anne-Catherine, pour ton temps, Valérie, Odile, pour leur regard, Merci à tous. et puis Angela aussi pour toute la mise en place. Et puis, à bientôt, à très bientôt, et on continue à œuvrer tous ensemble. À bientôt. Merci Merci tout le pour cette belle monde. collaboration. Merci à tous. Merci. Vive la coopération.